Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Elle approche à grands pas au Tchad. L'élection présidentielle se tiendra le 11 avril prochain. Face à l'arrivée de cette échéance, la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme appelle au respect du processus électoral. La reprise de l'activité touristique en Égypte, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Anani, a annoncé des chiffres encourageants. Depuis la réouverture des aéroports le 1er juillet dernier, le pays a accueilli plus de 2 millions de touristes. Et puis une décision qui ne fait pas l'unanimité, alors que doivent se jouer les dernières manches dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Les sélections africaines se sont vues être privées de leurs joueurs internationaux après une décision rendue par la Ligue française de football professionnel. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'invitation de la Manule lancée au Forum de dialogue politique libyen. Ce 23 mars, la mission d'appui des Nations Unies en Libye a convié les membres de ce forum à participer à une réunion virtuelle prévue pour ce 26 mars. L'enjeu de cette rencontre, discuter des dernières avancées politiques dans le pays. Cette réunion intervient plus d'un mois après l'élection d'un nouvel exécutif unifié le 5 février dernier à Genève. Réunis sous l'égide des Nations Unies, les participants au dialogue politique avaient en effet élu à cette date un premier ministre de transition, Abdulhamid Beba, ainsi que les membres du Conseil présidentiel. Le 11 avril prochain, les Tchadiens seront appelés aux urnes pour élire leur président de la République. Parmi les candidats en lice, l'actuel chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui brigue un 6e mandat. Dans le cadre de cette course au fauteuil présidentiel, la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme appelle au respect du processus électoral. Joël Maribalo. Le Tchad est nommé parmi les pays africains dont les dérives fragilisent la démocratie et la cohésion sociale. Conscient des enjeux liés au scrutin présidentiel prévu le 11 avril 2021, la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme a lancé un appel au respect et à l'application de la loi pour un processus électoral pacifique, exempt de toute violence. Depuis quelque temps, la création des regroupements sociopolitiques a pour seul objectif le désordre, l'instabilité, l'anarchie et le boycott actif du scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Depuis le lancement officiel de la campagne présidentielle le 11 mars 2021, l'opposition tchadienne dénonce une atteinte à la liberté. Pour cause, le gouvernement interdit les émissions politiques interactives dans les médias sur l'ensemble du territoire national. Des coupures répétitives du service Internet sont perceptibles. Selon les autorités gouvernementales, ces mesures visent à empêcher la propagation des messages incitant à la violence. Depuis le déclenchement du processus électoral au Tchad, nous avons une restriction des libertés publiques à travers l'interdiction des marches, évoquant l'urgence sanitaire, la sécurité intérieure. Il est donc évident aujourd'hui que nous avons une cristallisation des tensions politiques au Tchad entre l'opposition politique et l'actuel régime en place. Il est donc important pour le gouvernement aujourd'hui de jouer la carte de l'apaisement politique. La carte de l'apaisement politique suppose déjà l'ouverture d'un dialogue national avec les différents opposants. Au vu des tensions actuelles à l'approche du scrutin présidentiel, la plateforme des médias privés du Tchad interpelle le peuple à renoncer à toute forme de violence. Un appel à privilégier une concertation nationale avec l'appui du gouvernement tchadien pour une transition d'ouverture dans un pays où la cohésion sociale reste encore à consolider. Il était le principal rival du président Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 21 mars dernier au Congo. L'opposant Guy Brice Parfait Kolela est décédé dans la nuit du 21 au 22 mars des suites du coronavirus. Âgé de 60 ans, Guy Brice Parfait Kolela a invité dans son dernier message l'ensemble des Congolais à voter en faveur du changement. Corinne Games FM. L'opposant congolais Guy Parfait Kolela a finalement perdu la bataille qui livrait contre la mort. Décédé dans la nuit de dimanche à lundi 22 mars, le candidat de l'Union des démocrates humanistes Yuki avait été testé positif au Covid-19 dans la journée du vendredi 19 mars 2021. Engagé dans sa lutte politique jusqu'à la fin, Guy Parfait Kolela, dans son dernier message, invitait les Congolais à aller voter pour le changement. Mes chers compatriotes, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez voter pour le changement, je ne me serai pas battu pour rien.
C'est son directeur de campagne, Christian Cyr Rodrigue Mayanda, qui a fait l'annonce de son décès ce 22 mars 2021 alors que l'ex-candidat à la présidentielle était en évacuation sanitaire. Il serait mort dans l'avion médicalisé juste après son atterrissage à l'aéroport du Bourget à Paris à 1h35. Le directeur de campagne précise que l'opposant historique du président Denis Sassou Nguesso était déjà en tête dans plusieurs localités après le vote de dimanche. La disparition de Kolela est un coup dur pour l'opposition congolaise. Un coup dur non seulement parce qu'il suscitait l'espoir pour l'alternance au sommet de l'État, mais aussi parce qu'après avoir été second aux élections présidentielles de 2016, là, il était parti quand même pour avoir une bonne position, vu l'engouement que nous avons constaté autour de sa candidature. Économiste de formation, Guy Brice Parfait Kolila avait enseigné dans plusieurs universités françaises avant son retour définitif au Congo en 2005. Fils de l'homme politique Bernard Kolila, il intègre le gouvernement en 2009 comme ministre de la Pêche avant d'occuper le ministère de la Fonction publique et de la réforme de l'État jusqu'en 2015. Arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, Guy Brice Parfait Kolila n'a jamais cessé d'affirmer que sa victoire lui avait été volée. En Égypte, le secteur touristique tente de se relever progressivement face à la crise sanitaire. Depuis la réouverture des aéroports le 1er juillet 2020, le pays a accueilli plus de 2 millions de touristes provenant d'une vingtaine de pays étrangers. L'information a été délivrée par le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled Al-Anani, à Victoria Sedji. En Égypte, le trafic aérien dans tous les aéroports a repris depuis le 1er juillet 2020. Et depuis cette date, le pays des pharaons a accueilli plus de 2 millions de touristes d'une vingtaine de pays internationaux. C'est ce qu'a déclaré le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Khaled Al-Anani. Il s'agirait même d'une hausse malgré le Covid-19. L'Égypte ne peut pas se réjouir d'un nombre de touristes si bas. Cependant, il faudra bien faire redémarrer la machine puisque le secteur touristique est le gagne-pain de beaucoup de familles égyptiennes. Le choix du gouvernement égyptien se comprend du fait du manque de travail et de libertés individuelles. Et pour éviter un embrasement, le gouvernement de Sisi a fait le choix d'ouvrir le tourisme et éviter les contestations. Selon les autorités égyptiennes, les touristes ont regagné leur pays sains et saufs pour la majorité. Les taux d'infection s'avèrent jusque-là très faibles. Sur toutes les installations touristiques, hôtels, musées, sites archéologiques, plusieurs mesures sont en vigueur et doivent continuer à être respectées. 72 heures après leur arrivée sur le territoire égyptien, les voyageurs doivent prouver qu'ils ne sont pas porteurs du virus. L'exécutif espère une relance progressive mais sûre du secteur. À mon avis, ce qu'il faut voir de positif dans cette pandémie pour le secteur touristique égyptien est que les rénovations qui devaient être faites et que l'on repoussait toujours au calendrier grec seront réalisées. Ils nettoient tout et les restaurent. Le temple d'Abou Simbel, par exemple, et de Karnak en profite pour être désinfecté, ainsi qu'une grande partie des complexes hôteliers du pays. Beaucoup de nouvelles découvertes ont été faites au pays des pharaons et cela entraînera immanquablement de nouveaux appétits pour vouloir visiter encore. On fera le tourisme autrement, avec de petits groupes et avec des contrôles plus stricts. En attendant de contenir complètement le Covid-19, l'Égypte a opté pour d'autres alternatives permettant d'assurer la viabilité de l'activité touristique. Par exemple, un programme fascinant de visites virtuelles de ces sites historiques, en vidéo ou même en réalité virtuelle, a été lancé. Le tourisme représente près de 12% du produit intérieur brut du pays. Où en est l'Afrique concernant l'acquisition des vaccins anti-Covid? Selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, pour le moment, environ 23,6 millions de doses de vaccins ont été distribuées à travers le continent. Mais pour vacciner 60% de sa population, l'Afrique aura besoin d'1,5 milliard de doses. Les détails avec Mildred Yamou. L'Afrique fait face à des défis importants pour accéder aux vaccins contre le Covid-19, indique le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Dans son communiqué rendu public le 19 mars 2021, l'institution précise que le manque d'accès aux vaccins empêche le continent d'atteindre son objectif de vacciner au moins 60% de sa population afin d'atteindre l'immunité collective d'ici fin 2021.
Plusieurs raisons expliquent le manque d'accès aux vaccins anti-Covid-19 en Afrique. En fait, dans ces lacunes dont nous pouvons parler des inégalités sociales, la faiblesse de la gouvernance et la politisation de la santé publique, qui sont autant de facteurs de risque pour la population. Il faudra savoir que dès le début de la lancée du Covid-19, la majorité des pays riches disposant des ressources nécessaires pour pouvoir se fournir les vaccins ont financé, préfinancé même les laboratoires capables de fabriquer dans ces vaccins. Et ainsi, ils ont réservé à l'avance des centaines de millions de doses. Alors que le nouveau variant de la pandémie amplifie une deuxième vague plus meurtrière en Afrique, environ 23,6 millions de doses de vaccins ont été distribuées à travers le continent en date du 20 mars 2021, ce qui représente une couverture de seulement 1,7% selon les chiffres de Africa CDC. Il y a quelques stratégies qui ont été mises en place par le gouvernement africain et l'Union africaine pour pouvoir soutenir la lutte et l'obtention des vaccins pour les pays africains. Par exemple, il y a la première initiative qui est le dispositif COVAX. Cette initiative pourrait profiter aux pays africains si elle réussit à obtenir des fournitures de vaccins suffisantes à des prix abordables qui minimiseront la dette. Afin de contrôler la pandémie et assurer le retour rapide de la croissance ainsi que le développement du continent, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies appelle les pays africains à faciliter l'accès rapide aux vaccins sûrs et efficaces. Au 19 mars 2021, le nombre de cas de Covid-19 en Afrique a atteint plus de 4 millions et le nombre de décès s'élevait à 108 998. L'actualité sportive à présent avec la disqualification du Tchad des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Une annonce faite ce 22 mars par la Confédération africaine de football qui explique que cette décision découle, je cite, de la suspension de la Fédération tchadienne de football par le ministère de la Jeunesse et des Sports du Tchad le 10 mars dernier. À noter que les Sao du Tchad qui devaient affronter la Namibie et le Mali cette semaine figuraient à la dernière place du groupe A. Et dans le cadre de ces éliminatoires, les sélections africaines se retrouvent pénalisées, essentiellement en raison de la crise sanitaire. Le 17 mars, la Ligue française de football professionnel a publié un communiqué dans lequel elle annonçait que l'ensemble des joueurs convoqués en dehors de la zone européenne pourront rejoindre leur sélection nationale. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Le point avec José Douglas. Plusieurs joueurs africains convoqués pour des matchs en dehors de la zone européenne avec leur sélection nationale durant la trêve internationale ne seront pas libérés et selon les règles du gouvernement français, les clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT ont décidé à l'unanimité d'appliquer la circulaire FIFA du 5 février 2021 tenant compte des nombreuses restrictions de déplacement dans le monde. C'est une joie pour les joueurs sélectionnés, qu'ils soient africains ou d'Amérique du Sud comme on a, de répondre à leur sélection et représenter leur pays. Donc je pense que c'est important qu'ils y aillent, qu'ils représentent leur pays dignement. Privés de leurs internationaux, alors que l'avant-dernière manche décisive pour la qualification à la CAN au Cameroun débute ce mercredi 24 mars sur notre continent, certaines sélections sont fortement pénalisées. Je ne comprends pas. Les Français peuvent y aller, pas les Africains. Ce sont pourtant les premiers à aller chercher des joueurs en Afrique, mais les lâcher, c'est plus compliqué. Ils veulent avoir leurs joueurs à disposition pour préparer leur match, surtout qu'on rentre dans la période clé de la saison. On n'a pas fait pression sur eux, mais on demande qu'on respecte les sélections. En France, l'UNFP, Union nationale des footballeurs professionnels, nous a adressé un communiqué où elle interpelle les responsables politiques et écrit, je cite, « L'UNFP partage la légitime incompréhension des footballeurs internationaux, autres que français, de nos différents championnats, appelés à disputer des rencontres hors de l'UE, l'Union européenne, comprend leur détresse, partage leur colère. Certains spécialistes du football français expriment un sentiment d'injustice et pensent qu'il y a un règlement différent pour les sélections françaises et les autres. Des dérogations pour elles et pas pour les autres. Enfin, et le plus virulent dans son discours, Evaïd Alilozic, le sélectionneur du Maroc, il dit « Je suis assez dubitatif sur cette circulaire. Pourquoi fait-on une différence entre les footballeurs africains et les footballeurs européens ? Quant aux joueurs sud-américains, les matchs de qualification du prochain mondial ont été reportés. Notons qu'ils sont très nombreux à évoluer en Europe.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.